Auparavant, on a vu comment il était accepté que la plupart de nos perceptions conscientes se produisaient dans le cerveau. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment, parallèlement, au cours du 19e siècle, les scientifiques ont voulu comprendre le lien entre les sensations mentales et les processus sensoriels. Ce sont Ernst Heinrich Weber et Gustav Theodor Fechner qui ont été les premiers à proposer une méthode quantifiable pour mesurer le changement systématique de sensations en réponse aux événements physiques. Weber, intéressé par le sens du toucher, voulait mesurer la distance minimale à laquelle on pouvait discriminer deux points de contact sur la peau. En utilisant un instrument similaire à un compas, Weber appliquait simultanément deux points de pression sur ses participants sur différentes parties de leur corps. Il a ainsi déterminé que le plus grand seuil de 2 points se situait sur le dos et le plus petit seuil sur la langue. Cela signifiait qu'un petit nombre de récepteurs tactiles se trouvait sur le dos, tandis qu'un grand nombre de récepteurs tactiles se trouvait sur la langue, ce qui permettait une détection plus fine. Dans une expérience similaire, Weber voulait déterminer la plus petite différence de poids détectable. Il a donné aux participants un poids étalon, un poids qui ne changeait pas et un poids variable. Après avoir soulevé les deux poids, les participants devaient déterminer si le poids variable était le même, plus léger ou plus lourd que le poids étalon. Dans ces deux études, Weber a découvert les seuils à partir desquels on passe de l'absence de changement à un changement perceptible. Plus tard, ce seuil a été appelé la différence tout juste perceptible ou le seuil différentiel, ou bien JND en anglais. On en reparlera plus tard. En outre, en réalisant plusieurs versions de cette expérience, il a découvert que ce seuil différentiel variait en fonction du poids étalon. Elle était une fraction constante de ce poids. Par exemple, il a constaté que, pour les poids soulevés, le seuil différentiel était 1/40 du poids étalon. Par exemple, si le participant tenait un poids de 2 kg et qu'il ajoutait un 40e de ce poids, donc un poids de 0,05 kg, il remarquait la différence. En revanche, si le poids de départ était de 4 kg et qu'il ajoutait le même poids de 0,05 kg, le participant ne remarquait pas la différence. Dans un tel cas, il faudrait ajouter un poids de 0,1 kg pour qu'une différence soit perceptible. C'est découvert que le seuil différentiel correspond à une fraction constante d'un stimulus étalon a été connu sous le nom de loi Weber. Ensemble, ces expériences de Weber ont constitué la première étude quantitative démontrant une relation systématique entre les perceptions mentales et les sensations physiques. Fechner, l'autre éminent physiologiste de l'époque, a poussé les travaux de Weber sur la physiologie humaine un peu plus loin dans un domaine davantage psychologique pour tenter de résoudre définitivement le problème corps-esprit. En créant un domaine appelé psychophysique, il a cherché à montrer que les perceptions psychologiques dans l'esprit et les sensations physiques du monde réel étaient fondamentalement liées les unes aux autres. Pour ce faire, Fechner a d'abord exprimé mathématiquement la loi de Weber sous cette forme, où I est le stimulus étalon, delta I est le changement et K est la constante. Comme on l'a vu précédemment pour les poids soulevés, Weber a établi que cette constante était de 1/40 de I. Il a développé la loi de Weber en définissant un seuil absolu, qui se réfère à la plus faible intensité à partir de 0 qui pourrait être détectée. Il a déclaré que tout ce qui se trouvait en dessous du seuil absolu était indétectable par le conscient et que tout ce qui se trouvait au niveau ou au-dessus du seuil absolu serait détecté. Il a précisé que les intensités inférieures au seuil absolu pouvaient être détectées, mais que cette détection était inconsciente. De plus,
Fechner a affirmé que des intensités multiples en dessous du seuil pouvaient s'accumuler pour provoquer une sensation consciente. Weber a créé la notion de seuil différentiel, à savoir la différence minimale qu'il faut appliquer à un stimulus avant que la différence de sensation soit détectée. Et Fechner a développé cette idée en créant cette équation. Cette équation montre que les intensités de stimulation doivent changer géométriquement afin que les sensations augmentent arithmétiquement. Regardons tout cela dans un exemple. Imaginez que vous jouez de la musique, vous commencez au volume 1. Vous n'entendez probablement rien, puis au volume 2. Maintenant, vous entendez quelque chose. Ce serait votre seuil absolu. C'est la première intensité de stimulus à laquelle vous êtes sensible. Maintenant, voyez si vous pouvez entendre la différence entre 2 et 3. Maintenant, 2 et 7. Maintenant, essayons 20 et 25. Et enfin, 30 et 35. En gros, comme vous pouvez le voir ou l'entendre dans ce cas, plus l'intensité du stimulus est faible, plus il est facile de détecter un changement, et plus le seuil différentiel sera bas. De même, plus l'intensité du stimulus est élevée, plus il est difficile de détecter un changement, et donc plus le seuil différentiel sera élevé. Fechner, développant l'idée originale de Weber, a été le premier de nombreux scientifiques à essayer de quantifier mathématiquement la relation entre la perception mentale des sensations et les événements réels du monde physique. Des recherches ultérieures ont montré que son équation devenait inexacte pour les intensités de stimuli les plus élevées et les plus faibles. Mais les travaux de Fechner ont néanmoins lancé le domaine de la psychologie en tant que science expérimentale. Fechner a développé la psychophysique en distinguant 3 méthodes d'expérimentation. Sa première méthode, c'était la méthode des limites. Le participant se voit présenter le stimulus étalon soit augmenter progressivement, soit diminuer progressivement. Dans cette méthode, le participant doit dire à l'expérimentateur quand il détecte un changement. Imaginez un participant qui commence par tenir un poids de 10 kg. L'expérimentateur continue à l'ajouter des poids de 0,1 kg les uns après les autres. Chaque fois que le participant ressent un changement, il doit le mentionner à l'expérimentateur. L'objectif de cette méthode est de déterminer la gamme de poids ou autres types de stimuli que l'on perçoit comme étant identiques à l'étalon, bien que cette méthode soit facilement influencée par les attentes du participant. La deuxième méthode est la méthode des stimuli constants. Ici, le participant se voit présenter des paires de stimuli, l'un étant le stimulus étalon et l'autre le stimulus variable. Dans notre exemple avec les poids, si le stimulus étalon est de 10 kg, le participant tient toujours le stimulus de 10 kg dans une main et le stimulus variable dans l'autre. Pour chaque paire de stimuli, il indique à l'expérimentateur si le stimulus variable est plus léger, plus lourd ou identique au stimulus étalon. Et enfin, la troisième méthode est la méthode d'ajustement. Dans celle-ci, le participant peut contrôler le stimulus variable. On lui présente le stimulus étalon et on lui demande d'ajouter ou de retirer des poids jusqu'à ce que cela corresponde au stimulus étalon. Une fois que le participant a ajusté le stimulus, la différence moyenne entre le stimulus étalon et l'ajustement du participant est mesurée. Ces 3 méthodes psychophysiques proposées par Fechner restent pertinentes en psychologie expérimentale aujourd'hui. Bien que Fechner n'ait pas résolu le problème du corps et de l'esprit comme il le souhaitait, la publication de son travail Elements a démontré que les événements mentaux pouvaient être étudiés expérimentalement en utilisant la psychophysique.
Ces travaux ont ouvert la voie à la psychologie expérimentale qui sera plus tard reconnue comme un domaine formel en 1896 par Wilhelm Wundt. Dans l'ensemble, comme on l'a vu dans ces 3 vidéos, la psychologie expérimentale est née des contributions des domaines de l'astronomie, de la physiologie, de l'anatomie et de la neurologie. Avec toutes les avancées scientifiques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, on a parcouru un long chemin depuis les affirmations de Galilée et de Kant, selon lesquelles l'esprit ne peut être étudié de manière empirique. Les scientifiques de cette époque ont cherché à étudier objectivement la relation entre le cerveau et le corps, entre les perceptions mentales et les sensations physiques. Bien que notre technologie ait largement évolué depuis le XIXe siècle, l'objectif de la psychologie expérimentale est toujours d'étudier l'appareil complexe et extrêmement fascinant que représente l'esprit humain. Merci d'avoir regardé ces 3 vidéos sur l'histoire de la psychologie expérimentale. Toutes les références sont citées dans la description. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement dire bonjour, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt.